Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. L'Europe de la défense, que nous défendons depuis 8 ans, devient donc une réalité. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier dans une allocution à la Nation. Une prise de parole qui intervient dans un contexte ultra tendu en Europe. Les États-Unis se sont sensiblement rapprochés de la Russie, Donald Trump épousant maintenant les vues de Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine. Cette situation laisse planer le scénario d'une OTAN dépourvue de la garantie de sécurité américaine. Les Européens seraient donc seuls face à leurs responsabilités et à leur destin. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou, a également martelé le président français. Emmanuel Macron propose par ailleurs d'ouvrir le dialogue avec d'autres pays européens sur la dissuasion nucléaire française, autrement dit que la bombe nucléaire puisse servir à protéger nos alliés de l'UE. Il se pose donc en leader européen en matière de défense. Est-ce qu'il est légitime pour le faire, crédible aux yeux des alliés ? Et surtout, à quoi pourrait ressembler concrètement une Europe armée pour se défendre sur son sol ? Nous allons parler de tout ça avec Gesine Weber, chercheuse au think tank German Marshall Fund of the United States, un institut transatlantique sans affiliation partisane basé à Paris. Bonjour madame. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de sécurité et de défense européenne. Vous travaillez sur la réponse européenne aux défis géopolitiques avec un focus sur la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne. Et ça tombe bien, vos travaux les plus récents portent justement sur la coopération de défense européenne dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Alors, Gesine Weber, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes de l'allocution d'Emmanuel Macron ? Il y a plusieurs axes ou plusieurs éléments clés à retenir de ce discours d'hier. Le premier étant que le soutien à l'Ukraine de la part de l'Europe ne doit pas être mis en question, quelles que soient les décisions prises à Washington. Et que aussi un cessez-le-feu, quelle que soit sa nature, doit absolument être un cessez-le-feu qui peut mener à une paix juste pour l'Ukraine. Il y a aussi 2-3 éléments qui, à mon avis, sont très importants. Le premier concernant l'envoi des troupes sur le sol, parce que cette possibilité a été, encore une fois, évoquée. Et je pense que c'est aussi une option qui prend de plus en plus forme. Mais il est absolument important de souligner que cela ne se fera qu'après un éventuel cessez-le-feu. Deuxième élément à retenir est la possibilité de discuter avec les autres Européens sur une éventuelle protection nucléaire par la France, sachant aussi que toute décision restera toujours entre les mains du président français. Et le dernier, c'est aussi un élément que vous avez déjà évoqué dans votre introduction, c'est que les destins européens ne seront ni décidés à Washington ni à Moscou. Et que maintenant est vraiment le moment pour les Européens de s'émanciper et de réfléchir de manière beaucoup plus concrète à sa défense et aussi prendre les actions nécessaires pour cela. Ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron plaide pour une Europe de la défense. Déjà en novembre 2019, il fustigeait l'état de mort cérébrale de l'OTAN. Les faits historiques qui ont suivi dans les années semblent lui avoir donné raison. Est-ce qu'il avait raison avant l'heure ? Tout à fait. Et je dirais même pas que Macron avait raison avant l'heure. Il avait tout à fait raison en 2017, parce que déjà, le pivot vers l'Asie de Barack Obama, ou alors aussi, évidemment, l'élection de Donald Trump en 2016, ont très clairement démontré qu'il y a un changement stratégique sur le moyen terme et sur le long terme des États-Unis, où il y a moins de focus sur l'Europe, moins d'intérêt de protéger peut-être aussi l'Europe ou d'être hyper présent en Europe au profit d'une présence beaucoup plus forte en Indo-Pacifique. Donc même en 2017, cette nécessité pour les Européens de faire plus en termes de défense, à la fois sur le plan stratégique, c'est-à-dire réfléchir vraiment sur leurs intérêts, sur leurs objectifs, mais aussi sur le plan capacitaire, était complètement correct. Et aujourd'hui, on est à un moment où tout le monde se rend compte que tout ce discours de l'autonomie stratégique européenne, qui a quand même pas mal énervé des partenaires européens. Lesquels ? Les Allemands, les Polonais aussi, quelques pays scandinaves, surtout ceux qui avaient toujours l'idée que le lien transatlantique sera permanent, ne pourra pas être mis en question, et aussi que éventuellement plus d'Europe pourrait susciter des irritations
à Washington. Pour eux, c'était quand même assez compliqué, toute cette idée de l'autonomie stratégique, parce que c'était un peu perçu comme une idée juxtaposée à la relation transatlantique. Mais aujourd'hui, tous les Européens se rendent compte que la France avait peut-être raison. Et justement, le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, est bien conscient du lâchage des États-Unis et de la nécessité de se recentrer sur l'Europe maintenant. Tout à fait. Il a même appelé à l'indépendance des Européens pour qu'ils soient moins dépendants, évidemment, des États-Unis. Et pour quelqu'un qui a vraiment un ADN très transatlantique, et dans le programme électoral se lit quasiment comme un manifesto transatlantique, c'était quand même une annonce assez forte. Je pense qu'on voit très clairement aussi que même la politique allemande se voit face à un monde qui change et que le prisme transatlantique, ou plutôt le paradigme transatlantique, qui a vraiment guidé tous les choix en termes de sécurité et défense allemande, surtout aussi après la guerre de la Russie contre l'Ukraine, est maintenant profondément bousculé. Et justement, comment est-ce que Emmanuel Macron est perçu par ses alliés européens? Est-ce qu'on peut dire d'abord qu'il occupe une position de leadership, qu'il s'est lui-même placé en leader européen? Et si oui, est-ce que cette position était attendue? Est-ce qu'elle est bienvenue? Je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a eu une véritable évolution de la perception d'Emmanuel Macron depuis le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Parce qu'au début, quand il y avait encore ce dialogue entre le président de la République et Vladimir Poutine, c'était quand même très, très mal perçu, surtout dans les pays de l'Europe de l'Est, les voisins directs aussi de la Russie, et aussi vraiment comme un affaiblissement stratégique de l'Europe. Mais avec toute l'évolution de la politique française et aussi le fait que la France est maintenant un des pays qui se prononce le plus pour un effort européen, et qui a aussi un peu poussé les lignes rouges intellectuelles, comme par exemple la réflexion sur les troupes sur le sol, ça a quand même énormément changé. Il y a vraiment une gain en crédibilité d'Emmanuel Macron dans beaucoup de pays européens. Et je pense que ça se manifeste aussi dans les sommets qu'il y a eu à Paris au cours des dernières semaines, où c'était vraiment la France qui a pu rassembler tous les partenaires européens. Certes, on peut se poser des questions si la situation politique intérieure le fragilise, mais de l'autre côté, on peut toujours dire que Macron est peut-être le seul qui a un lien personnel existant avec Donald Trump, qui est aussi capable de, en quelque sorte, lui parler comme Trump l'aime, entre deux hommes forts, avec des très grands guillemets, évidemment. Il semble que lui, il est un peu le seul capable à porter la voix européenne à Washington. Et dans ce cas, on peut toujours se dire c'est mieux d'avoir un leader tout court que pas de leader. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce revirement d'Emmanuel Macron et comment est-ce qu'il a acquis, comment est-ce qu'il s'est imposé petit à petit justement à cette place de leader européen? Alors, un moment clé était certainement son discours de Bratislava en 2023, lors d'une conférence internationale, qui était un peu le mea culpa de sa part, où il a vraiment très clairement dit que la France, en général, n'a pas suffisamment pris en compte les intérêts de sécurité des pays de l'Europe de l'Est, surtout leurs préoccupations concernant la menace russe, et qu'il faudra vraiment réfléchir à un ordre de sécurité européen qui prend beaucoup plus en considération la menace russe. Et vraiment aussi, c'est le discours où il esquisse un peu cette idée d'avoir un ordre de sécurité européen sans la Russie. Parce qu'auparavant, il y avait toujours des discours aussi où il disait qu'il faudra aussi construire cet ordre de sécurité avec la Russie. C'était par exemple pile avant que la France prenne la présidence du Conseil de l'Union européenne dans le premier semestre 2022. Donc, au moment où la Russie était déjà en train de préparer la guerre, c'était très mal pris. Donc, le discours de Bratislava en 2023 était vraiment le virage à 180 degrés sur cela. Après, c'était aussi vraiment surtout la France qui a, aux côtés du Royaume-Uni, par exemple, poussé les Européens pour faire plus et aussi pour réfléchir un peu aux solutions. Je pense par exemple aussi au discours de printemps 2024 où le président disait il faut réfléchir aux troupes au sol. Au début, c'était très mal pris. Il a pris énormément de critiques pour cela de plusieurs États européens. Mais de plus en plus, cette idée est devenue audible, a été de plus en plus reprise. Et aujourd'hui, c'est un concept auquel on réfléchit.
L'autre atout qui plaide de fait en faveur d'Emmanuel Macron, c'est que la France possède l'arme atomique. Certes, les Britanniques aussi ont la bombe, mais ils sont nettement plus liés aux États-Unis avec leurs ogives nucléaires qui sont conçues là-bas et un nécessaire feu vert qui doit être donné, donc ils ont moins les mains libres. La France, elle, est donc la seule grosse puissance nucléaire de l'Union européenne. Est-ce qu'elle a les capacités de défendre l'Europe? De quel arsenal est-ce qu'on dispose? Et est-ce qu'on peut vraiment mettre au service de nos alliés européens cette arme atomique? Le fait de disposer de l'arme nucléaire est à la fois, comme vous le dites, un atout, mais c'est évidemment aussi une responsabilité, surtout dans le contexte que, par exemple, je rappelle que l'Union européenne aussi a une clause de solidarité. Et c'est l'article 42.7 dans le traité de l'Union européenne. Et même si, évidemment, rien n'oblige la France d'utiliser tout son arsenal et tout ça, ça l'oblige quand même de réfléchir à toutes les options. Surtout si l'article 5 de l'OTAN ne peut pas forcément utiliser, il n'y a plus, par exemple, de protection nucléaire américaine. Dans ce cas, tout le monde va se tourner vers la France et poser la question, où est-ce que vous en êtes? Donc c'est vraiment une possibilité, je pense, très concrète et aussi extrêmement important d'y réfléchir. Le président de la République a très souvent, ou plusieurs fois, déjà souligné que les intérêts vitaux de la France ont aussi une dimension européenne. Et de l'autre côté, que évidemment la sécurité européenne est aussi une ordre de sécurité européen intact et un intérêt vital de la France. Donc les deux sont intimement liés et cela explique aussi pourquoi la France a une certaine responsabilité et voit aussi quasiment un impératif au moins à réfléchir à cela. Qu'est-ce que la France peut faire et quelle pourrait être la forme d'une telle protection nucléaire? Je pense que c'est important de rappeler que la France a à peu près 300 têtes nucléaires en total, mais qu'en termes de masse, c'est beaucoup moins que par exemple l'arsenal nucléaire américain qui dispose de 5000 têtes nucléaires. Donc, même si on compte les têtes nucléaires, par exemple aussi du Royaume-Uni, les Européens ont à peu près 10% de l'arsenal nucléaire américain. Et cela a un impact en général sur la posture de dissuasion, parce que le modèle de dissuasion par les US repose quand même sur l'idée de dissuasion par la pure masse, tandis que la dissuasion de la France est plutôt basée sur l'idée d'une destruction considérable, d'une destruction, si on veut l'exprimer en termes un peu plus faciles, qui fait très mal, mais qui ne va pas mener à une destruction totale. Comment est-ce qu'on pourrait envisager une protection française pour l'Europe? Évidemment, il faudra vraiment avoir un dialogue entre Européens. Première question, qui est intéressé? Qui pense en avoir besoin? Qui ne veut pas forcément faire confiance à la France pour cela, parce que c'est aussi une question assez importante pour plusieurs alliés. Et aussi, comment est-ce qu'on pourrait gérer ça d'un point de vue logistique? Si on parle par exemple des pays voisins de la France, comme disons l'Allemagne, ça fait aucune différence si vous avez une arme nucléaire qui est soit dans l'ouest extrême de l'Allemagne ou dans l'est extrême de la France. Il y a une frontière entre les deux. Mais si on parle de la Pologne, par exemple, c'est une toute autre question logistique. Donc, il faudra à la fois réfléchir aux questions logistiques, mais il faudra aussi vraiment réfléchir au processus politique derrière. Je pense qu'il est absolument hors question qu'une décision sur les armes nucléaires françaises soit prise par un autre État. Et c'est aussi ce que le président de la République a toujours souligné. Mais il faudra vraiment réfléchir à un mécanisme de consultation, par exemple. Mécanisme de consultation au niveau européen ou au niveau français également? Je dirais les deux. À la fois, évidemment, il y a des mécanismes de consultation au sein de la structure ministérielle et dans les structures de défense de la France. C'est pas seulement Macron qui va décider d'un jour à l'autre, OK, on va utiliser notre arme nucléaire, parce qu'en général, elle n'est pas conçue pour être utilisée, mais pour dissuader plutôt. Mais il faudra surtout un mécanisme avec les Européens. Et il faudra aussi parler vraiment des scénarios. Il faut réfléchir déjà comment est-ce qu'on peut construire cette posture nucléaire européenne basée sur l'arme nucléaire française. Comment est-ce qu'on peut construire une dissuasion qui est crédible et qui dit à la Russie « tu ne franchis pas cette frontière ». Ou alors, quels sont les scénarios dans lesquels les partenaires européens pourraient éventuellement demander à la France de passer à l'action?
Je vous posais la question de la consultation française parce que Emmanuel Macron essuie quelques critiques, même si là, il n'y aura jamais d'unité nationale autour de cette question, mais même le Parti socialiste, par exemple, est tout à fait aligné sur Emmanuel Macron en matière de défense. En revanche, on entend déjà à l'extrême droite des critiques sur cette possible extension du parapluie nucléaire français à l'Union européenne, en disant que c'est une perte de souveraineté. Au-delà peut-être de cette seule critique émanant de l'extrême droite, est-ce qu'il y a d'autres points qui posent problème, d'autres points qui peuvent être des vraies pierres d'achoppement ? Alors, tout d'abord, sur la critique de l'extrême droite concernant la proposition d'Emmanuel Macron de réfléchir à une protection nucléaire pour l'Europe, je pense qu'il est très important de comprendre aussi que, quel que soit le scénario, toute décision restera toujours entre les mains du chef d'État. Et c'est aussi une chose qu'il a très clairement souligné hier, et je pense que c'était aussi précisément pour cette raison, pour vraiment rassurer aussi le public français qu'on ne va pas avoir des Allemands, des Polonais, des Lituaniens qui vont prendre une décision sur l'arme nucléaire française. Ça restera toujours une décision prise par la France. Et comme cela, ça ne constitue aucune perte de souveraineté. Donc cet argument est un peu un argument vide, mais il ne tient pas quand on le voit dans le contexte des faits. Quels sont les autres obstacles ? Évidemment, des obstacles politiques et des obstacles d'interprétation de menaces. Donc, s'il y a par exemple, disons, un test nucléaire de la Russie proche d'une frontière d'un pays européen, quelle est la réponse nécessaire pour cela ? Certainement pas une frappe nucléaire, ça c'est clair, mais je pense la question des différentes étapes d'escalade d'un conflit est absolument crucial. Et là, il est possible que les Européens auront des interprétations différentes de la réponse appropriée. Un autre point d'Emmanuel Macron dans son allocution d'hier, c'est des investissements supplémentaires en matière de défense. Il avait déjà évoqué l'augmentation du budget des armées en le faisant passer à 3 ou 3,5% du PIB. Il explique que ça se fera sans augmenter les impôts. Gesine Weber, comment est-ce qu'on fait concrètement pour augmenter l'effort de guerre dans une démocratie ? Ça, c'est une question très importante, très intéressante et aussi très difficile à trancher. Tout simplement parce que nous nous trouvons de plus en plus dans une situation où l'effort de se préparer à une guerre et renforcer sa défense semble de plus en plus juxtaposé aux politiques sociales, aux dépenses, par exemple dans la santé, dans l'éducation et tout cela. Et ce sont des craintes tout à fait justifiées. Alors, il y a plusieurs moyens pour sortir de cette dichotomie entre défense et dépenses sociales. La première possibilité étant celle qui a déjà été annoncée au niveau européen dans le cadre du ReArm EU, et c'est l'exclusion des dépenses de défense des critères de dette qui existent au niveau européen. Donc, si vous passez à un niveau d'investissement plus considérable en matière de défense, qui risque à amener à une situation où le budget total d'un État va au-delà de ce que permettent les critères de Bruxelles, on va en quelque sorte exclure tout ce qui est défense de ce budget, ce qui permet à un État de maintenir un certain niveau de dépenses sociales et tout ça, tout en augmentant aussi ses moyens pour la défense. Donc ça, c'est un moyen qui est extrêmement important. Et une autre est que les Européens ne sont pas encore arrivés dans une réflexion où les dépenses militaires peuvent aussi avoir un impact positif sur leur économie. Parce que c'est aussi ce que le chef d'État a annoncé hier. Si on réfléchit, par exemple, aux investissements de défense en termes d'une réindustrialisation de l'Europe, cela va créer des emplois. Et que ça peut aussi contribuer à une performance plus positive de nos économies européennes. Oui, c'est effectivement comme ça aussi qu'Emmanuel Macron l'a présenté hier soir, comme une sorte un peu d'opportunité de réindustrialiser la France. On le voyait puissant sur la scène internationale, plus faible sur la scène politique intérieure française, où il a eu plus de difficultés, on le sait, ces derniers mois. Est-ce que c'est aussi, sinon une stratégie, au moins une volonté politique de sa part, d'être fort sur la scène internationale, parce qu'il est aussi un peu en position de faiblesse à l'intérieur du pays? À mon avis, c'est tout à fait un élément très important pour comprendre son leadership, même si je ne dirais pas que c'est la raison principale pour cela. Parce que dès le début de son premier mandat, Macron a vraiment souligné cette importance de l'autonomie stratégique européenne d'une Europe de la défense. Donc ce sont des principes auxquels il croit profondément, à mon avis. Mais néanmoins, il y a tout à fait cet aspect de laisser un héritage politique.
Et à l'échelle européenne, il a tout à fait la possibilité de laisser un héritage politique très positif. Il l'a dit hier, l'Europe de la défense pour laquelle la France s'est prononcée pendant 8 ans, maintenant elle prend forme, maintenant elle devient réalité. Et à l'échelle européenne, il a tout à fait la possibilité de laisser l'héritage de l'homme politique français, mais aussi européen, qui a vraiment porté les propositions, que ce soit même avant la guerre de la Russie contre l'Ukraine, par exemple la facilité de paix dans le cadre de l'Union européenne, le fonds de défense, qui étaient des propositions françaises, ou maintenant évidemment aussi ses idées et ses réflexions sur l'ordre de sécurité européen. Tandis que son héritage politique en France sera probablement beaucoup plus mitigé. Merci beaucoup, Gesine Weber, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes chercheuse au think tank German Marshall Fund of the United States. Et on se retrouve pour un nouvel épisode du Monde devant soi avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon vendredi. L'interview du Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor, Aurélie Rodriguez.